Ma belle-mère est venue voir ses petits-enfants, sans savoir que son fils nous avait abandonné pour une autre femme. Mais dès qu'elle a franchi le pas de la porte, son expression a changé. Au moment où le regard de Diane Moreau s'est posé sur le cadre photo vide, je l'ai vu décider sous nos yeux à qui revenait la faute. Elle n'avait même pas encore retiré son manteau. Je me tenais au milieu de mon propre salon, avec Léo qui faisait ses dents sur mon épaule, Camille qui me poussait ses cubes en bois contre la cheville, du lait infantile sur la manche de mon pull, et 3 nuits de sommeil accumulées en retard derrière les yeux. Et j'ai regardé cette femme, élégante dans son manteau couleur camel et ses boucles d'oreilles en perles, faire le calcul de ma vie et arriver à une conclusion totalement erronée en à peine 4 secondes. Son regard est passé de la pile de courrier non ouvert près de l'entrée au linge propre entassé au bas de l'escalier, puis à ce rectangle vide sur la bibliothèque où se trouvait autrefois la photo de mariage d'Éric et moi. Quelque chose derrière ses yeux est passé de la réflexion à l'évaluation, puis au verdict, si vite que j'ai failli rater la transition. Presque. Pourquoi ce cadre est-il vide, a-t-elle demandé. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris que les prochains mois de ma vie allaient être une guerre, et que j'allais devoir la gagner tout en gardant 2 enfants vivants, épanouis et émotionnellement préservés, avec un nourrisson en pleine poussée dentaire sur la hanche et absolument personne pour me soutenir. J'avais été sous-estimée pendant tout mon mariage. Cela allait devenir mon plus grand avantage. Laissez-moi vous expliquer qui je suis, parce que c'est important. Je m'appelle Nora Moreau, ou du moins j'ai été Nora Moreau pendant 7 ans, et je suis en train de déterminer quelle version de ce nom je souhaite conserver. J'ai 34 ans. Je possède un master en santé publique que j'ai mis entre parenthèses à la naissance de Camille, parce que le calcul des frais de garde n'était pas rentable, que le revenu d'Éric était largement suffisant, et que nous avions convenu ensemble que cela faisait du sens. Camille a 4 ans aujourd'hui. Léo a 8 mois. Depuis 3 ans, c'est moi qui gère intégralement ce foyer, chaque rendez-vous médical, chaque course, chaque visite chez le pédiatre, chaque biberon nocturne, chaque étape du développement consignée dans une application. Pour bébé qu'Éric me demandait parfois de lui résumer parce qu'il n'avait pas l'intention de la lire lui-même. Je ne suis pas une personne passive. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse porter par le courant. J'ai fait le choix délibéré d'être présente pour mes enfants, je l'ai fait en toute connaissance de cause. Et je défendrai ce choix face à quiconque osera prétendre qu'il me rend inférieur. Éric Moreau a 37 ans. Il est avocat en contentieux des affaires, associé junior dans un grand cabinet du centre-ville de Lyon. Blond, séduisant de cette manière, qui rend très bien sur les photographies mais ne révèle rien de l'âme. Dans les premières années, il était attentionné, chaleureux et sincèrement drôle. Je l'aimais de cette façon dont on aime quelqu'un à 26 ans, quand on s'imagine encore que le monde va gentiment se plier à nos projets. Puis Camille est née. Et l'équilibre a basculé. Pas brutalement, pas d'un seul coup, mais à la manière dont l'eau érode lentement une roche, de façon invisible, jusqu'au jour où la structure s'effondre. Il a commencé à faire des heures supplémentaires au début de l'année 2023. Je l'ai remarqué comme on remarque un changement de météo. Comme une baisse de pression atmosphérique avant d'être capable de nommer la tempête. Il a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Il a pris l'habitude de passer ses appels téléphoniques au fond du jardin. Il s'est mis à effectuer des déplacements professionnels dans des villes dont je ne l'avais jamais entendu parler dans le cadre de ses dossiers. Je me suis dit que c'était le stress. Le cabinet lui mettait la pression pour qu'il augmente ses heures facturables. Il portait une lourde charge sur les épaules. Je me suis raconté beaucoup de choses.
Le message texte est arrivé un mardi soir de septembre, alors que Léo avait 3 semaines et que j'avais accumulé à peine quelques heures de sommeil sur les 3 derniers jours. Eric était sorti faire une marche après le dîner. J'ai juste besoin d'air, Nora, je suis restée enfermée toute la journée. J'étais en train de donner le biberon à Léo sur le canapé quand son téléphone a vibré. Sur la table basse. J'ai vu un prénom que je ne connaissais pas, Chloé. Juste le prénom, et les 2 premiers mots du message avant que l'écran ne se verrouille, tu me. J'ai reposé le téléphone face contre table. J'ai regardé Léo. J'ai terminé de lui donner son biberon. Je l'ai posé doucement dans son berceau, puis je me suis assise dans le noir sur le canapé, et j'ai respiré très lentement pendant un long moment. J'avais un nouveau-né et une petite fille de 3 ans qui dormait à l'étage, je ne pouvais absolument pas me permettre de m'effondrer. Il est rentré 1 heure plus tard, sentant l'air frais de la nuit. Et le parfum d'une autre femme. Je n'ai rien dit. J'ai commencé à constituer le dossier dès le lendemain matin. Il faut que je vous parle de ce dossier, parce qu'il est au cœur de tout. De par ma formation de chercheuse en santé publique, je sais comment documenter les faits. Je sais à quoi ressemble une preuve irréfutable et comment elle doit être organisée pour être utile et exploitable. Alors, quand j'ai compris ce qui se passait dans mon mariage, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas fait d'éclat. Je n'ai pas envoyé de message désespéré à 2 heures du matin pour exiger de savoir qui était cette Chloé. J'ai méthodiquement documenté la situation. J'ai extrait les historiques téléphoniques, nous avions un compte familial partagé chez l'opérateur, et j'ai téléchargé 6 mois de relevés détaillés. Le numéro de Chloé Marchand apparaissait pour la première fois en avril. En août, elle cumulait plus de temps d'appels que moi. En septembre, le mois de la naissance de Léo, il y avait plus de 70 heures d'appels sortant vers son numéro. J'ai analysé les relevés bancaires, j'avais accès à notre compte joint pour les dépenses du foyer, et j'ai remonté 12 mois en arrière. J'y ai trouvé des adresses de restaurants où nous n'avions jamais été ensemble, des réservations d'hôtels dans des villes lors de soi-disant déplacements professionnels, et des achats chez un bijoutier du centre-ville pour des bijoux que je n'avais jamais vus. J'ai tout répertorié dans un tableau structuré avec les dates, les montants et les preuves croisées. J'ai consigné les captures d'écran de mes propres messages, chaque fois qu'il m'écrivait un texto sur son emploi du temps qui s'avérait plus tard contredit par les relevés bancaires. Retenu tard au bureau ce soir, à une date où la carte affichait une note de restaurant à 40 minutes du cabinet. À 19h30. J'ai nommé le dossier virtuel « Archive médicale ». Je l'ai sauvegardé sur un compte cloud sécurisé dont il ignorait l'existence, et j'en ai fait une copie sur une clé USB que j'ai cachée dans une boîte de tampons hygiénique tout au fond du placard de la salle de bain. Je sais ce que cela peut paraître. Je sais que cela semble froid, paranoïaque et prémédité. Mais j'avais un nourrisson, une petite fille, et j'étais épuisée au point d'en avoir des hallucinations. J'avais compris, dans la seule partie de mon cerveau qui fonctionnait encore clairement, que si mes soupçons étaient fondés, il fallait que ce dossier soit prêt depuis des mois, et non pas commencer à zéro après l'explosion. J'avais raison. Il a quitté la maison le 2e mardi d'octobre. Il a attendu que Camille soit à l'école maternelle et que Léo fasse sa sieste. Il a fait 2 valises avec l'efficacité méthodique de quelqu'un qui avait planifié toute la logistique à l'avance. Il a posé ses clés de voiture et son jeu de clés de la maison sur le comptoir de la cuisine. Il s'est assis en face de moi à la table et m'a expliqué qu'il avait droit au bonheur, que ce mariage était devenu beaucoup trop étouffant pour lui, et que je m'en sortirais très bien parce que j'étais plus forte que lui.
Je suis restée assise en face de lui, tenant Léo dans mes bras, sans verser une seule larme. Il est parti à 10h47. J'ai regardé son Audi quitter l'allée depuis la fenêtre de la cuisine. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocate. Elle s'appelait Maître Patricia Gomez. 17 ans d'expérience en droit de la famille, spécialisée dans la liquidation patrimoniale complexe et les litiges de garde d'enfants au tribunal judiciaire. Elle avait les cheveux courts, des lunettes de lecture posées sur la tête en guise de serre-tête, et une manière d'écouter qui vous donnait le sentiment qu'elle avait déjà anticipé tout ce que vous alliez dire et préparé la riposte. Je l'avais contactée pour la première fois 3 semaines plus tôt, alors que je complétais encore mon dossier, et elle avait écouté pendant 40 minutes mon exposé structuré, daté et sourcé, sans jamais m'interrompre, avant de me dire « Nous allons déposer la requête en premier ». Le parent qui pose le cadre juridique est celui qui maîtrise le récit des faits. J'ai déposé une requête en référé pour la fixation de la résidence principale des enfants et le versement d'une pension alimentaire dès le 16 octobre. Eric a été assigné par commissaire de justice le 21 octobre. Il m'a appelé 11 fois. De suite entre 16h et 18h30 ce jour-là. J'ai laissé chaque appel basculer sur la messagerie vocale et j'ai transmis l'historique à Maître Gomez. Ensuite, je suis allée chercher Camille à l'école, je suis rentrée, j'ai préparé le dîner, donné les bains, couché les 2 enfants, et j'ai mangé un bol de céréales. Debout devant le comptoir à 20h45 en relisant la requête ligne par ligne. Je n'en avais parlé à personne dans la famille, ni aux parents d'Éric, ni aux miens, ni à aucun ami commun. J'avais restreint le cercle d'information à mon avocate et à ma sœur Jeanne, qui habitait à Grenoble, que j'appelais une fois les enfants endormis et qui m'écoutaient sans me donner de leçons, avec ce silence précieux des gens qui vous aiment assez pour ne pas vous dire qu'ils l'avaient prédit. Alors, quand Diane Moreau a débarqué sur mon perron 4 jours après qu'Éric a été assigné, avec ses petits gâteaux préparés, ses boucles d'oreilles en perles, son manteau camel et toute cette chaleur artificielle, elle entrait dans une situation dont elle ne savait strictement rien. Et j'ai vu le moment précis où elle a compris. Éric a déménagé il y a 3 semaines, ai-je dit. J'ai observé l'information faire son chemin en elle. Diane Moreau a 61 ans. C'est le genre de femme pour qui tout doit paraître sous contrôle, maison sous contrôle, tenue vestimentaire sous contrôle, registre émotionnel sous contrôle. Durant cette année où je l'ai côtoyée, je ne l'ai jamais vue exprimer la moindre détresse. Elle exprime de l'inquiétude, ce qui n'est rien d'autre que de la détresse traduite dans un langage qui lui permet de conserver l'autorité. L'inquiétude a effleuré son visage, puis une toute autre expression est apparue. Derrière. Je lui ai tendu l'imprimé du message texto qu'Éric m'avait laissé le soir de son départ. Je l'avais imprimé parce que Maître Gomez m'avait conseillé de conserver des copies physiques de tous les documents clés, et parce qu'une partie de moi savait que ce moment viendrait et voulait y être préparée. Elle l'a lu une fois, puis 2. Puis elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose à quoi je ne m'attendais pas et que je n'oublierai jamais. La colère dans ses yeux ne s'adressait pas à son fils. Elle s'adressait à moi. Tu as dû le pousser à bout pour qu'il en arrive là, a-t-elle déclaré. J'aurais pu m'attendre à du choc, de la peine, ou même une forme de neutralité. Je ne m'attendais pas à cette phrase de la part d'une mère confrontée aux preuves de l'abandon de son foyer par son fils, laissant une femme et 2 enfants, dont un bébé de 2 mois. Mais la remarque était bien là. Elle a commencé à faire les 100 pas. Selon ses termes, la pièce était un désastre, ce qui était vrai. Le désastre logistique d'un foyer abritant un bébé qui fait ses dents, une fillette en maternelle et aucun second adulte pour aider, ce qui est très différent de la négligence.
Tout comme un champ de bataille diffère d'un jardin. Abandonné. Elle a enchaîné, énormément de femmes y arrivent très bien toutes. Seule. Pas étonnant qu'il ait eu besoin de prendre de la distance. J'ai répondu, avec un mari à leur côté. Elle m'a ordonné de changer de ton. Puis elle a cessé ses allers-retours et m'a observé avec un regard froid et calculateur. Où loge-t-il ? De l'autre côté de la ville, répondis-je, chez Chloé. Son visage s'est décomposé. Qui est Chloé ? La femme pour laquelle il nous a quittés. Le déni a été immédiat. Elle a secoué la tête. Avant même que je n'ai fini ma phrase. S'en est suivi un petit discours moralisateur sur les hommes soumis au stress professionnel et sur les épouses qui ne savent pas répondre à leurs besoins. Ses yeux balayaient ma tenue pendant qu'elle parlait, un examen minutieux destiné à m'abaisser, le chignon fait à la hâte, la tache de lait sur la manche, le visage marqué par la fatigue. Elle était en train de m'évaluer, et selon ses critères, j'échouais. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Vous ne allez pas venir m'insulter dans ma propre maison. Ai-je dit. Elle a émis un rire méprisant. Votre maison ? C'est Eric qui finance l'intégralité de cette vie. Ce n'était même pas exact. J'avais généré 45 000 € en tant que consultante indépendante en santé publique au cours des 18 derniers mois, tout en menant ma grossesse, en m'occupant du bébé et en gérant les trajets de la maternelle. Maître Gomez en possédait les justificatifs, mais là n'était pas la question. L'important était que Diane s'était déjà fait raconter une version de notre mariage où Eric incarnait le pilier central et moi une occupante négligente qui avait laissé le logement se dégrader. Il avait construit sa défense depuis des mois. Elle a fait un pas vers moi, et l'atmosphère de la pièce est devenue lourde. Laisse-moi prendre les enfants, a-t-elle ordonné. Camille s'est aussitôt blottie contre ma jambe, sans émettre un bruit. Les enfants pressentent les menaces bien avant d'avoir les mots pour les exprimer. Elle s'est serrée contre moi et n'a plus bougé. Non, ai-je répondu. Tu es hystérique. Tu as besoin de temps pour reprendre tes esprits. Je suis leur mère. Si tu te montres coopérative, a-t-elle enchaîné, en baissant la voix vers un ton feutré, le ton des gens habitués aux négociations à huis clos, nous pourrons régler tout cela. Silencieusement. Ce mot, silencieusement. C'est le mot le plus toxique de la langue française lorsqu'il est prononcé par quelqu'un cherche à étouffer un scandale familial. J'ai sorti mon téléphone. Allez-y, dis-je. Appelez-le. Elle cherchait déjà son contact sur son écran. Son pouce est resté suspendu. Parce que j'ai déjà saisi mon avocate, ai-je ajouté. J'ai déposé une requête pour la garde exclusive de mes enfants la semaine dernière, avec demande de pension. Eric a été assigné hier. La rigidité qui a figé son visage n'était pas celle de la surprise, mais celle d'une personne en train de refaire ses calculs. Quelqu'un qui réalise soudain que les pièces du plateau ne sont pas placées comme elle l'imaginait. Sa mâchoire s'est serrée. Eric a été assigné. Hier, a-t-elle répété lentement. À 14h17, à son bureau. Par l'huissier de Maître Gomez. Tout est enregistré au greffe du tribunal. Elle m'a fixé un long moment, puis elle a composé le numéro d'Eric. Il est arrivé 12 minutes. Plus tard, la chemise froissée, la barbe de 3 jours, arborant la mine d'un homme qui avait pensé avoir le dessus pendant 4 jours et qui réalisait qu'il venait de perdre le contrôle. Il a franchi le seuil et a vu Camille, qui le fixait avec ce regard grave des enfants face aux adultes qui les déçoivent. Il a vu Léo dans son transat, puis sa mère, debout, raide au milieu du salon. Et enfin, il m'a vu, dressé entre mes enfants et eux deux, l'unique place que
J'occupais depuis 3 semaines et que je comptais bien garder. Tu as lancé une procédure judiciaire, a-t-il demandé. Tu es parti. J'avais besoin de prendre de la hauteur. Tu t'es installé chez une autre femme. Diane est intervenue. Eric, prends les enfants et emmène-les chez moi tous deux. Suite. Non, ai-je tranché. Son ton s'est durci, ce sont mes enfants. Alors comporte-toi comme leur père. Le silence qui a suivi était ce silence très particulier qui s'installe lorsqu'une vérité indiscutable est énoncée face à des gens incapables d'y répliquer. Camille a levé les yeux vers son père. Elle avait le visage d'une enfant de 4 ans qui essaie de comprendre une situation incompréhensible. Depuis 3 semaines. Papa, demande-t-elle. Tu ne reviens plus à la maison? Il a ouvert la bouche, aucun son n'est sorti. Pas parce qu'il était submergé par l'émotion, je préfère être lucide là-dessus, mais parce qu'il cherchait une stratégie et qu'aucune option favorable ne s'offrait à lui. Camille a enfoui son visage contre ma taille. Ce silence a eu plus d'impact que tout ce qui avait été dit auparavant. Eric a regardé sa mère, puis moi, puis le cadre photo vide. Quelque chose a traversé son visage que je n'y avais pas vu depuis des années. Une forme de honte, ou peut-être la simple prise de conscience que ces mises en scène ne fonctionnaient plus. Pas maintenant, maman, a-t-il lâché. Eric. J'ai dit pas maintenant. Diane a dévisagé son fils comme s'il s'exprimait dans une langue étrangère. Le scénario qu'elle appliquait depuis 30 ans. Intervenir, prendre le contrôle, étouffer l'affaire, préserver le nom de la famille venait de lui être rejeté au visage. Elle m'a adressé un dernier regard froid et évaluateur, puis elle est sortie. La porte s'est refermée avec un déclic sec. Eric est resté planté au milieu de cette maison qu'il avait abandonnée, quand son téléphone a vibré à sa ceinture. Il a jeté un œil à l'écran, et une expression inédite a envahi son visage, pas de la culpabilité, mais de la panique. Il a plaqué l'écran contre sa poitrine avant que je ne puisse y lire quoi que ce soit. J'avais raison. La contre-offensive a débuté 48 heures plus tard. C'est ma voisine Corinne qui m'en a informé, sa fille était dans la classe 2. Camille et son mari jouaient au tennis avec un confrère du père d'Éric. Dans une ville moyenne, les informations circulent très vite. Diane avait contacté 4 personnes ressources dans les 24 premières heures suivant son passage. Chez moi, son prêtre, la présidente de l'association de parents d'élèves avec qui elle organisait des événements. Un médiateur familial de ses connaissances. Et surtout une psychologue pour enfants, le docteur Carole Blanchet, qui avait reçu Eric brièvement pour du stress professionnel en 2021 et que je n'avais croisé qu'une seule fois. Le message diffusé subtilement par Diane était d'une construction redoutable, j'étais devenue psychologiquement instable depuis la naissance de Léo, je ne parvenais plus à gérer le quotidien, la maison était dans un état préoccupant, et Diane était simplement venue aux nouvelles par bienveillance. Eric se retrouvait dans une situation bien difficile. Tous espéraient un dénouement discret. Elle n'avait pas prononcé le prénom de Chloé. Une seule fois. J'ai appelé Maître Gomez dès 7h15 le jeudi matin, pendant que les enfants dormaient encore. Elle orchestre une campagne de dénigrement préventive, m'a expliqué mon avocate avec le calme de ceux qui ont l'habitude de ces manœuvres. Elle cherche à monter un dossier d'incapacité maternelle avant même que nous n'arrivions devant le juge aux affaires familiales. Est-ce que ça peut marcher? Elle peut essayer. Voici notre plan d'action. Nous avons réagi immédiatement. Première étape, Maître Gomez a sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter juridiquement les enfants, ainsi qu'une enquête sociale. Un avocat indépendant, Maître Kevin Park, a été mandaté pour défendre exclusivement l'intérêt de Camille et Léo.
Quelqu'un d'extrêmement rigoureux, qui ne s'en tiendrait qu'aux faits. Deuxième étape, j'ai contacté notre pédiatre, le docteur Amara Dridi, pour effectuer un bilan complet pour les deux enfants, avec demande de certificat détaillé. Camille et Léo étaient en parfaite santé, suivis régulièrement tous les 2 mois. Le dossier médical le prouvait de manière irréfutable. Lors du rendez-vous le vendredi, le docteur Dridi a observé mon visage et m'a demandé « Depuis combien de temps n'avez-vous pas dormi ?» « Des semaines, ai-je répondu. Elle a regardé Camille, qui alignait sagement les abaisse-langues par couleur sur la table d'examen, puis Léo, captivé par le plafonnier. Ces enfants sont en excellente santé et manifestement entourés d'affection, a-t-elle déclaré en pesant chaque mot pour qu'il figure au dossier. Elle a rédigé ses observations médicales en ce sens, sans me poser de questions inutiles. Troisième étape, la production des pièces. Maître Gomez a compilé le dossier que je lui fournissais depuis des semaines. Relevé d'appel, extrait bancaire, facture d'hôtel, achat de bijoux. Dans le cadre de la procédure, elle a obtenu la communication des relevés de la carte professionnelle d'Éric et y a découvert 11 autres dépenses, restaurants, nuitées, correspondant exactement à des périodes où il m'assurait travailler tard. Le dossier concernant sa relation extra-conjugale était désormais solide. Le 30 octobre, mon avocate a déposé nos conclusions accompagnées de 61 pièces justificatives, historiques, preuves financières, messages horodatés et une attestation détaillée retraçant la dégradation du mariage et l'infidélité établie. L'avocat d'Éric, maître Thomas Renard, un habitué des affaires familiales connues pour ses méthodes agressives, a répliqué 3 jours plus tard en prétendant que j'étais instable et que le cadre de vie des enfants était chaotique. Sa pièce maîtresse était une photographie. J'ai observé cette photo pendant de longues minutes. Il s'agissait d'une vue de mon salon, prise depuis l'extérieur, à travers la fenêtre. On y voyait des jouets au sol, du linge plié sur le canapé, du courrier sur la table. C'était la photographie ordinaire d'un logement habité par 2 jeunes enfants gérés par une mère seule, prise, d'après la luminosité, environ 48 heures après l'assignation d'Éric et le passage de Diane. Quelqu'un s'était introduit sur mon terrain pour photographier mon intérieur à mon insu. Mes mains se sont glissées dans mes poches, glacées. J'ai appelé Maître Gomez. Ce cliché a été pris en violation de votre vie privée, sur une propriété privée, m'a-t-elle indiqué. C'est exploitable en notre faveur. Mais, surtout, qui a pris cette photo? J'avais fait installer une caméra vidéo intégrée à la sonnette de l'entrée au printemps précédent. Éric avait trouvé cela inutile, mais je préférais être prévoyante. Son angle couvrait l'allée et le côté de la maison. J'ai consulté les enregistrements sur mon téléphone. 23 octobre, 14h34. On y voyait Diane Moreau longer la façade, s'arrêter devant la fenêtre du salon et lever son smartphone. Je suis restée immobile 10 secondes. Puis j'ai rappelé mon avocate. Je l'ai en vidéo, ai-je dit. Le silence au bout du fil était celui d'une avocate qui vient de récupérer un élément déterminant. Transmettez-moi la séquence immédiatement, a dit Maître Gomez. N'en parlez à personne. Ni à Éric, ni à votre sœur. À personne. C'est déjà envoyé. L'enquêteur social et administrateur ad hoc, Maître Park, m'a reçu le 8 novembre au cabinet de mon avocate. C'était un homme méthodique, posé, qui a posé des questions précises sur le rythme de vie des enfants, mon réseau d'entraide, mes projets professionnels et mes relations avec la belle famille. Il m'a interrogé sur la visite de Diane. J'ai rapporté les faits avec exactitude. J'ai produit le compte-rendu que j'avais rédigé 1 heure après son départ,
sur les conseils de mon avocate, propos tenus, réaction des enfants, demande de prendre les enfants, et l'emploi du mot, silencieusement. Maître Park prenait des notes sans laisser paraître d'émotion. Puis il m'a demandé, selon vous, quel est l'objectif principal de Madame Moreau-Mère dans cette démarche? Le contrôle de l'image, ai-je répondu. Elle veut éviter que la conduite de son fils ne porte atteinte à la réputation de la famille ou à sa situation professionnelle. Il a levé les yeux. Concrètement, elle souhaite masquer le fait que son fils a abandonné sa femme et son bébé de 2 mois pour s'installer avec sa maîtresse qu'il fréquentait depuis 6 mois. Il a tout consigné. Il a ensuite rencontré Eric et Diane séparément au cours de la semaine suivante. Je n'ai rien su de leurs échanges. Mon avocate m'a conseillé de rester concentrée sur mon quotidien. Je me suis exécutée. La difficulté suivante est survenue le 14 novembre, sous la forme d'un courrier recommandé émanant du conseil d'Eric, sollicitant une expertise psychologique en urgence de notre cellule familiale. Il proposait de mandater un praticien de leur choix, le docteur Martin Doyle, dans un délai de 5 jours. J'ai examiné le nom, puis j'ai contacté mon avocate. C'est l'époux de la thérapeute de Diane? M'a expliqué Maître Gomez. Je l'ai identifié immédiatement. Ont-ils le droit de faire ça? Ils tentent le coup. Nous déposons une contestation pour conflit d'intérêts cet après-midi. L'administrateur ad hoc est également informé. La contestation a été enregistrée à 16 heures. Le praticien proposé a été récusé par le juge le 17 novembre en raison du lien établi. L'avocat d'Eric a tenté une procédure d'incident, rejetée en quelques jours. C'est alors que Maître Park a remis son rapport officiel au juge aux affaires familiales. J'ai reçu un appel de Maître Gomez à 18h47 un mardi. Il préconise le maintien de la résidence principale chez vous, m'a-t-elle annoncé. Un droit de visite et d'hébergement classique pour le père. Une pension alimentaire alignée sur ses revenus au cabinet. Et elle a marqué une pause. Il souligne explicitement dans son rapport que le comportement de Madame Diane Moreau, notamment les prises de vue non autorisées et les ingérences au domicile, constituent un trouble manifeste devant être pris en compte pour préserver la tranquillité des enfants. J'étais assise sur le sol de la cuisine, le dos appuyé contre un meuble, Léo dormant à l'étage et Camille finissant son bain. Il a mentionné Diane. Nommément. Parfaitement. C'est figuré au dossier. J'ai appuyé ma tête contre le meuble en regardant le plafond. Camille m'a appelé depuis la salle de bain. Maman, l'eau devient froide. J'arrive ma chérie, ai-je répondu. Je me suis relevée. J'ai géré la fin du bain, le pyjama, 2 histoires, et à 20h30, les 2 enfants dormaient. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Dans le calme, laissant retomber la pression de 6 semaines de bataille judiciaire éprouvante pour protéger mes enfants. Je n'ai pas pleuré, mais c'était tout comme. L'audience de conciliation s'est tenue le 3 décembre. Nous sommes arrivés à 9h avec mon avocate. Eric et son conseil sont arrivés peu après. Diane n'était pas présente et, selon les termes demandés par mon avocate, sa présence n'était pas requise. Nous étions dans des salles séparées. Le médiateur judiciaire, M. Frank Wong, un homme d'expérience au fait des litiges familiaux, a fait les allers-retours entre nos 2 bureaux pendant 4 heures. La proposition initiale d'Eric était une garde alternée 1 semaine sur 2, sans pension, au motif d'une équivalence des charges. La présence de Chloé à son domicile était présentée comme neutre. Notre position, appuyée par Maître Gomez, reposait sur des faits vérifiables, l'école de Camille, son suivi pédiatrique,
Les démarches médicales de Léo étaient tous ancrées à mon adresse et gérées par mes soins. Eric n'avait assisté qu'à 2 rendez-vous médicaux en 4 ans. Pour Camille, et aucun pour Léo. J'avais les justificatifs, les attestations de l'école et de la pédiatre. Monsieur Wong est revenu de la salle d'Eric à 14h17 et s'est assis en face de moi. Il est prêt à accepter la résidence principale. Chez vous, a-t-il déclaré. Droit de visite classique pour lui, un week-end sur 2 et un milieu de semaine. Pension alimentaire conforme au barème. J'ai regardé mon avocate. Et concernant sa compagne, ai-je demandé. Le médiateur a opiné du chef. Il accepte une période de transition de 3 mois avant toute présentation formelle de sa nouvelle compagne aux enfants. Cela s'applique aux 2 parties. Quant à la grand-mère paternelle, son expression s'est faite plus formelle. Il est consigné que les contacts de la famille élargie se feront exclusivement durant le temps de garde du père, et que toute démarche non sollicitée à votre domicile ou à l'école des enfants est proscrite sous peine de révision des modalités. Il n'a pas prononcé le nom de Diane. Ce n'était pas nécessaire. J'ai réfléchi un instant. D'accord. Nous acceptons. Eric et moi avons signé la convention le 10 décembre. Maître Gomez m'en a transmis la copie validée par le juge à 16h33. Je l'ai classée dans un dossier intitulé simplement « Terminé ». Puis je suis allée chercher Camille à l'école, qu'elle fréquentait régulièrement, selon un rythme maintenu inchangé depuis octobre, parce que sa stabilité avait été ma priorité absolue pendant que tout le reste basculait. Elle a couru vers moi à la sortie avec l'enthousiasme propre aux enfants de 4 ans. Elle m'a pris la main. « Maman, on a fabriqué une maison en pain d'épices. Un mur s'est effondré mais la maîtresse m'a aidé à le recoller. Ça tient bien, ai-je demandé. À peu près, a-t-elle répondu. On voit un peu la colle derrière, mais de face, ça ne se voit pas du tout. Je lui ai tenu la main jusqu'à la voiture, j'ai installé Léo dans son siège auto. Et j'ai regardé mes enfants dans le rétroviseur. Camille me racontait les détails de sa construction. Léo observait le paysage par la vitre avec son calme habituel. Et j'ai pensé à ces murs qui s'effondrent, et à ce qu'on reconstruit. Malgré tout. 3 mois plus tard, Diane Moreau m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. C'était un mardi matin, j'étais à la table de la cuisine avec mon café, les enfants étaient à l'école et chez la nourrice, et mon ordinateur était ouvert sur un nouveau projet de conseil. Son nom est apparu sur l'écran. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai décroché. Nora. Sa voix semblait fatiguée. Je voulais. J'ai cherché à vous joindre. Une hésitation, tout à fait inhabituelle chez cette femme qui ne cherchait jamais ses mots. J'ai eu tort. Concernant ce que je vous ai dit ce jour-là. Je n'ai pas meublé le silence. Je n'aurais pas dû sous-entendre que vous étiez responsable de son départ ? A-t-elle poursuivi. C'était injuste. J'ai regardé ma tasse de café. Merci. Ai-je répondu. Cela compte. Et c'était vrai. C'était tardif, incomplet, comme le sont souvent les excuses de ceux qui ont mal agi, mais c'était dit. Les enfants. A-t-elle demandé avec retenue. J'aimerais pouvoir les voir. Voyez. Cela avec Eric, ai-je répondu. Le calendrier est fixé dans le jugement. Vos visites se feront sur ces créneaux de garde. Un silence s'est installé au téléphone. Très bien, a-t-elle dit. Très bien. Au revoir. J'ai raccroché. Je suis resté un instant immobile, le téléphone en main. Puis j'ai rouvert mon dossier de travail et je me suis remise à mes analyses. Camille
Avait rendez-vous chez le dentiste à 15h45, Léo avait sa visite de contrôle à la fin du mois, il fallait préparer le repas du soir et organiser la suite. Le mur de pain d'épices s'était effondré, je l'avais recollé. De face, la structure était de nouveau solide.